19h05, je vous propose qu'on commence. Donc, on a parlé la semaine dernière de l'Instadiag foie. Cette semaine, on va parler de l'Instadiag pancréas. Et donc, je vais faire la présentation. Fernandez, chirurgien digestif. Je suis radiologue. Thomas. Et Thomas Poudlars, oncologue médical. Et je vais donc laisser la parole tout de suite à Thomas qui va nous parler des premières généralités sur le cancer du pancréas avant qu'on passe à la radiologie puis au traitement chirurgical. Merci Monsieur Ducreun pour cette présentation. Donc effectivement, je vous rappelle ici le plan en général. Donc il y aura trois parties. Je vais assurer la première partie sur les généralités sur le cancer du pancréas et l'importance du diagnostic le plus précoce possible dans cette maladie. Avant de vous présenter un petit peu le parcours qu'on a mis en place pour essayer de mettre en place cet aspect. Et puis, donc, le professeur Menu vous parlera des aspects radiologiques et le docteur Fernandez des spécificités chirurgicales. Alors, l'adénocarcinome du pancréas dont on va parler dans la suite de cette présentation, c'est donc une pathologie dont on entend parler beaucoup ces derniers temps, et je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Alors d'abord, juste des définitions simples. Vous savez, il y a des cancers de la tête, du corps ou de la queue du pancréas, donc ça c'est anatomique. Et puis, il y a des sous-types au niveau du pancréas. Aujourd'hui, on va parler des cancers dits canalaires, des adénocarcinomes, qui sont l'entité majoritaire, très majoritaire, plus de 90% des cancers du pancréas. Et par abus de langage, quand on dit cancer du pancréas, c'est de ces cancers-là dont on parle, par opposition aux tumeurs neuroendocrines, carcinomes neuroendocrines du pancréas, qui sont une entité complètement différente, dont il ne sera pas du tout question dans le reste de cette présentation. Donc on va bien parler et on utilisera de manière similaire à l'adénocarcinome ou cancer du pancréas pour définir le sous-type majoritaire qui est l'adénocarcinome. Alors pourquoi on en parle beaucoup? Parce que c'est une pathologie, alors finalement, qui n'est pas si fréquente, ça concerne 1% de la population en France, par exemple, plus généralement dans les pays développés. Par contre, pourquoi on en parle de plus en plus? C'est pour ça, c'est les projections de l'incidence, du nombre de nouveaux cas par an. Donc on estime que, on constate déjà qu'il y a une augmentation de l'incidence qui est très préoccupante. On va essayer de voir un tout petit peu pourquoi. Et surtout, quand on fait des projections en 2030-2040, on voit que ça va continuer à augmenter. Et qu'on estime que d'ici à 2030-2040, ça deviendra la deuxième cause de mortalité par cancer dans les pays développés, en France en particulier. Alors pourquoi on va essayer de voir rapidement les facteurs de risque. Donc les facteurs de risque aujourd'hui indiscutables, dont la causalité, la causalité a été démontrée, c'est le tabac, qui pèse pour environ 20% dans les facteurs de risque environnementaux du cancer du pancréas. Et l'obésité, le surpoids pour environ 10%. Ça, c'est les facteurs de risque indiscutables. Les facteurs de risque suspectés, donc il y en a, ils sont nombreux. C'est évidemment des facteurs de risque liés à l'alimentation, au métabolisme en général, avec notamment donc, les produits ultra transformés, les acides gras saturés, les boissons en particulier riches en fructose, les boissons sucrées, les sodas. Tout ça, le lien de causalité n'est pas encore formellement démontré, c'est très compliqué à démontrer. Par contre, on a une forte suspicion de causalité pour ces facteurs de risque. Et évidemment, c'est de toute façon des choses à proscrire pour d'autres types de facteurs de risque, notamment cardiovasculaires ou d'autres types de cancers. On estime qu'il y a entre 30 et 35% des adénocarcinomes du pancréas qui seraient évitables si on arrivait à faire une éviction de ces facteurs de risque particuliers. Il y a évidemment aussi une part génétique, mais qui est modeste. Vous voyez, on estime qu'il y a environ 10% des cancers du pancréas qui sont d'origine génétique, donc soit liés
à une anomalie génétique identifiée. Là, vous en avez un certain nombre, disons celles qui sont clairement démontrées. Et puis, il y a aussi des formes familiales, les cancers pancréatiques familiaux qui représentent finalement la majeure partie des cancers génétiques pour lesquels on ne retrouve pas d'anomalie génétique identifiée. Voilà pour la partie un peu généralité, facteurs de risque sur les cancers du pancréas et l'importance de la pathologie en termes de santé publique. Maintenant, ce qui est important, évidemment, c'est de reconnaître les signes généraux pour pouvoir adresser les patients, ou en tout cas prescrire des examens complémentaires. Vous allez voir qu'ils sont malheureusement assez peu spécifiques et ça fait toute la difficulté. C'est pour ça, notamment, vous verrez, on diagnostique la maladie à un stade malheureusement avancé. Parmi les symptômes généraux, une fatigue persistante ou inhabituelle, donc c'est évidemment pas du tout spécifique, une perte de poids ou d'appétit, une douleur abdominale. Alors les douleurs abdominales typiques pancréatiques, comme vous le savez, c'est des douleurs qui sont transfixiantes, donc épigastriques et qui irradient dans le dos, au niveau dorso-lombaire haut, disons. Parfois, ça peut être des douleurs dorsales isolées, qui font prescrire un examen et on découvre une tumeur pancréatique dans ce cadre-là. L'apparition d'un diabète, ça on s'est bien décrit, que l'apparition dans l'année qui suit le diagnostic d'un diabète, il y a alors un pourcentage important parce que le diabète est évidemment une maladie avec une forte prévalence. Malgré tout, on sait que chez des patients qui développent un diabète, dans un certain nombre de cas, environ 1 à 3% des cas, donc il y a un cancer du pancréas qui se développe dans l'année. Pareil pour le déséquilibre d'un diabète existant. Et puis les choses un petit peu plus spécifiques, mais qui apparaissent malheureusement assez tard dans le développement de la maladie, c'est l'ictère, évidemment, par compression des mobilières, les urines foncées, les selles décolorées, le syndrome cholestatique. Donc évidemment, ça doit faire réaliser une imagerie en coupe au minimum. Alors, le pronostic du cancer du pancréas, et c'est la raison pour laquelle on a développé un certain nombre de programmes cliniques avec Gustave Roussy pour essayer d'améliorer un peu le pronostic. Et le pronostic est mauvais, comme vous le savez. Et pourquoi il est mauvais? Parce que, comme vous le voyez ici, alors ça c'est des chiffres américains, mais parce qu'ils étaient assez bien représentés, mais c'est sensiblement pareil en France, c'est parce qu'on les diagnostique à des stades déjà inaccessibles à des traitements curatifs. Finalement, des cancers localisés, c'est dans environ 10% des cas qu'on les diagnostique à un stade localisé, pour lesquels on pourra proposer un traitement curatif. Dans les 80 à 90% des cas, c'est malheureusement une maladie qui est avancée. On a du mal à faire régresser une maladie même avec une atteinte régionale à un stade plus localisé pour aller vers la chirurgie. Et donc, vous voyez le pronostic, la survie à 5 ans, donc finalement, les patients qu'on arrive à guérir, pas tout à fait, mais c'est donc même dans les cas localisés, c'est un patient sur 2 en moyenne. Et puis, vous voyez que quand on a une maladie régionalisée, donc quand on a une atteinte régionale, notamment des vaisseaux, donc ça, le professeur Menu reviendra sur cet aspect-là très en détail, on a un pronostic qui est malheureusement très mauvais et encore pire quand c'est une atteinte métastatique. Alors, les stratégies thérapeutiques dans le cancer du pancréas, je vais passer rapidement, mais c'est juste pour que vous ayez les idées bien au clair. Donc, comme je vous ai dit, la maladie localisée, on la diagnostique dans 10% des cas. Quand on a un cancer du pancréas dit localisé, et vous verrez les définitions tout à l'heure, le traitement, c'est la chirurgie, qui est donc une grosse chirurgie. Ça, c'est le docteur Fernandez qui reviendra en détail sur cet aspect-là. Donc, c'est une chirurgie assez morbide. Donc, une grosse chirurgie suivie d'une chimiothérapie, dans tous les cas, une chimiothérapie adjuvante d'un minimum de 6 mois. Donc avec des protocoles différents, soit intensifs, soit si les patients sont dans des états généraux un peu plus précaires, on peut proposer une chimiothérapie un petit peu moins intense par une monochimiothérapie. Donc ça, c'est vraiment la prise en charge de ces maladies-là. Quand on est
on a une maladie qui est borderline localement avancée. Vous allez voir un peu les définitions tout à l'heure. Le traitement va être d'abord une chimiothérapie d'induction dont le but va être de faire réduire la maladie et de rendre, par exemple, une maladie localement avancée opérable, parce qu'elle ne l'est pas a priori, enfin, au moment du diagnostic, ou une maladie borderline qui est entre les deux, hein, elle est vraiment limite de l'opérabilité, vraiment borderline, améliorer le pronostic de ces patients, plus ou moins, donc si on arrive à faire rétrocéder cette maladie, amener ces patients vers la chimiothérapie. Et si on n'y arrive pas, c'est une radiochimiothérapie de clôture. Et malheureusement, donc là, on sait que quand on fait cette stratégie-là, on sait que les patients vont rechuter après la radiochimiothérapie. Et puis, dans la maladie localement avancée, disons, dont on sait qu'on n'arrivera pas à la faire rétrocéder, ou la maladie métastatique, hein, avec une atteinte à distance, là, ça va être une chimiothérapie palliative, avec malheureusement assez peu d'innovation thérapeutique dans cette pathologie. Et ça, le professeur Ducreux ne contredira pas. On a eu beaucoup d'innovation thérapeutique dans toute la pathologie cancéreuse. Malheureusement, dans le cancer du pancréas, on n'a pas eu d'innovation amenée par des immunothérapies de cette dernière décennie, des thérapies ciblées de ces 2 dernières décennies. Et donc, on attend encore un traitement qui pourra changer un petit peu le pronostic de ces patients avec une maladie avancée. Donc, évidemment, partant de ce constat-là, l'idée, ça va être d'essayer de diagnostiquer à un stade localisé ces patients-là. Et donc, on a développé à Gustave Roussy 2 approches. D'abord, renforcer le dépistage avec notre programme Interception, dont il ne va pas être question dans cette présentation. Et puis, ce dont il va être question ici, et c'est notre parcours de diagnostic rapide qu'on a mis en place et dont l'objectif est évidemment d'accélérer la prise en charge des patients qui ont une tumeur. Alors, on a développé pour le pancréas et le foie. Le foie, c'était la semaine dernière. Le pancréas, on vous le présente aujourd'hui. Et donc, évidemment, c'est un enjeu de pouvoir traiter ces patients le plus rapidement possible pour ceux qui peuvent être opérés, qu'ils soient opérés. Pour ceux qui ne pourront pas être opérés, au moins qu'ils aient un traitement de manière rapide. Donc, comment s'organise cette journée? Donc, c'est une journée dédiée pour ces patients qui ont sur un examen d'imagerie réalisé en ville une tumeur du pancréas. Ils viennent en consultation à Gustave Roussy, ils sont accueillis par un oncologue, un chirurgien, un radiologue de manière concomitante. On leur prescrit les examens dans la journée, notamment les examens d'imagerie. L'IRM, on arrive à l'avoir dans la journée. S'il y a besoin d'un scanner thoracique ou abdominopelvien, on arrive à l'avoir dans la journée également. L'écho-endoscopie, la biopsie, ça, on arrive à l'avoir dans les 48 heures ou dans la semaine au maximum qui suit la journée pour avoir le diagnostic histologique qui est évidemment important, mais ça ne nous empêche pas d'avancer, notamment sur les prélèvements de la médecine de précision. On peut leur faire une biopsie liquide pour éventuellement identifier des cibles thérapeutiques pour des patients qui auraient une maladie avancée. Et puis, donc, les patients réalisent leurs examens. Ils sont revus pour une consultation de synthèse où on leur donne les résultats des examens qu'ils ont déjà réalisés. Et puis, on adresse évidemment des courriers aux médecins qui nous ont adressé les patients, donc soit les gastroentérologues en ville, soit les médecins généralistes qui nous ont adressé les patients. Et puis, nous, on peut avancer dans le parcours de soins du patient avec la RCP des qu'on histologie et puis mettre en place les traitements de manière rapide. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Donc, vous le voyez, on a débuté ces journées en janvier dernier, donc ça fait un petit peu moins d'1 an. On a vu une centaine de patients, la majorité des patients avec des tumeurs pancréatiques. Pour la majorité d'entre eux, ils ont eu un scanner pendant la journée. Pour une majorité d'entre eux aussi, une IRM. Et quasiment les 3/4 ont eu une biopsie à Gustave Roussy suivant cette journée.
Voilà les données importantes. On a comparé en fonction de l'adressage antérieur à cette journée de diagnostic rapide des patients qui étaient adressés auparavant à Gustave Roussy. Et depuis qu'on a mis en place cette journée, on a réduit, comme vous le voyez, on a divisé quasiment par 2 le délai entre le premier examen réalisé en ville et la mise en place du traitement qui était antérieurement de 42 jours. Ça, c'était plus d'1 mois, hein. C'était notre expérience, à environ un petit peu plus de 3 semaines, comme vous le voyez, grâce à la mise en place de cette journée. Voilà, et je vais passer la parole au professeur Menu pour la partie image. Donc, il y a une question, je m'appelle une burning question à poser à Thomas sur cette première partie. Sinon, on va passer à l'imagerie. Des questions, des commentaires aussi. Non? Ben, très bien. Très bien. Oui, bah merci beaucoup. Vous allez voir que pour le radiologue, c'est une expérience qui est très intéressante. Et dans ce court exposé, je vous présenterai d'abord pourquoi un parcours rapide et pourquoi il est possible, qu'est-ce qu'on y fait, et puis on abordera un petit peu les quelques progrès techniques significatifs. Alors d'abord, pourquoi un parcours rapide? Je n'ai pas besoin de vous dire que ça influence la stratégie médicale et le temps. On lutte un peu contre le temps chez ces patients. Et le plus tôt on peut commencer des traitements, évidemment, le mieux c'est. Et puis, je ne vais pas non plus vous apprendre que cette situation génère une anxiété qui me paraît bien naturelle du patient et de son entourage. Et que aussitôt qu'on peut donner des réponses, eh ben, le mieux c'est. Alors, ça, c'est un schéma tout à fait classique qui va de la question clinique jusqu'à la décision thérapeutique. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est la présence des 2 examens à l'étape parfaitement initiale, le scanner et en soutien l'IRM, le scanner est le pivot, clairement, pour la détection et pour le bilan d'extension. Alors, c'est important parce que ces 2 examens, ils peuvent être faits immédiatement. Et il n'y a pas de mystère pourquoi ils peuvent être faits immédiatement, c'est parce qu'on a décidé de libérer des places en prévision de ces patients. Sur le programme normal, il y a 1 ou 2 places vides qui sont réservées à ces patients. Donc, que fait le radiologue là-dedans? D'abord, dans la majorité des cas, les patients viennent pour cette journée avec un examen d'imagerie qui est déjà fait. Donc, la première chose à faire, pour ce qui me concerne, c'est de regarder cet examen et de voir s'il est complet, s'il va nous permettre de donner une réponse à la question. Et si oui, on ne va pas le refaire, évidemment. Sinon, il est nécessaire pas de le refaire, mais de le compléter dans la majorité des cas. L'IRM, il est rare que le patient vienne avec l'IRM dès le départ. Et donc, c'est la raison pour laquelle on le fait dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas. Quand, à l'évidence, le patient est porteur de métastases multiples et qu'il va rentrer dans la case non opérable, le bénéfice de l'IRM n'est pas très important. Mais en participant à ces consultations, ce que je fais autant que possible, je trouve que les patients ils font un lien direct entre le pronostic, la méthode de traitement et puis la chirurgie. Nous, on parle de métastatique, de localement avancé, de borderline, de résécable, et eux, finalement, ils nous parlent tout de suite d'opération. Ils n'ont pas forcément tort, puisqu'ils se disent que si on peut être opéré, on a des chances, si on ne peut pas être opéré, c'est assez mal parti. Et c'est un peu la réponse qui sera donnée avec ce bilan en faisant l'équilibre entre le langage de vérité et évidemment la bienveillance qui est nécessaire. Mais dans tous les cas, vous voyez que le scanner, il est essentiel. Il est essentiel et c'est avec celui-là qu'on va probablement donner la majorité des réponses. Et vous verrez tout à l'heure que dans quelques cas, l'IRM va compléter ça, mais en général, compléter seulement. Alors donc, le scanner et les examens pivots, mais ce qui est important, et ça c'est un message que je voudrais bien partager avec vous, c'est qu'il y a des prérequis techniques. Et ces prérequis techniques, on va dire qu'environ 2 fois sur 3, ils ne sont pas forcément réunis. Et il y a des raisons pour ça. Ils ne sont pas forcément réunis dans l'examen qui est fait préalablement.
Alors la première, c'est qu'on a besoin d'un examen qui est de l'abdomen et du pelvis, ça va de soi, mais aussi du thorax. Il n'est pas question, le scanner, c'est le bon moyen de détecter les métastases pulmonaires et partir dans des explorations sans savoir s'il y a ou s'il n'y a pas des métastases pulmonaires est évidemment un non-sens. Et c'est pour ça que dans beaucoup de cas, si le scanner initial est correct, mais qu'il ne comprend pas le thorax, on va faire un scanner thoracique le même jour, évidemment, on ne fera pas d'injection. Ça, c'est le premier prérequis qui est très important. Donc, si j'ai un premier message à vous donner, c'est que lorsque vous pensez qu'un examen est fait pour rechercher une tumeur, vraiment, c'est mieux d'inclure le thorax, de demander non pas un scanner abdominopelvien, mais un scanner thoraco-abdominopelvien. Il sera probablement nécessaire dans tous les cas. Le deuxième point qui est essentiel, c'est un petit peu plus complexe, c'est qu'on a besoin d'une injection d'iode. Celle-là, elle est généralement faite, mais là, elle doit être faite d'une façon un peu particulière, qui est en 2 temps. Donc, il y a un deuxième temps, on va commencer par le deuxième temps, qui s'appelle le temps portal. Au fond, c'est celui avec lequel la plupart des scanners sont faits après injection, c'est-à-dire qu'on injecte le produit de contraste iodé, et puis environ 80 à 90 secondes après l'injection, on fait l'acquisition. Il y a une logique pour ça, c'est que c'est à ce moment-là, par exemple, que les tumeurs et les parenchymes normaux ont le plus grand contraste. C'est là que c'est le plus facile à voir. Mais dans le pancréas, il y a une chose un peu spéciale, c'est que le rehaussement de la glande pancréatique, il est maximum non pas à 90 secondes, mais à 45 secondes. Et c'est pour ça qu'il est indispensable, et je vais vous montrer des exemples de ça, il est indispensable de faire ce qu'on appelle le temps pancréatique. C'est quelque chose qui est artériel, si on veut, un tout petit peu plus tardif pour laisser au pancréas le temps de se rehausser. Donc, si la personne qui fait le scanner n'est pas au courant que c'est ça qu'on cherche, eh bien souvent, ça ne sera pas fait. Le troisième prérequis, qui est important également, mais je dois dire que celui-là, il est très généralement bien respecté avec l'amélioration de la qualité des machines modernes, c'est d'avoir des coupes très fines. Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple, parce que quand on a des coupes très fines, on peut faire des reconstructions dans tous les plans de l'espace avec les consoles. Et ça, c'est important pour mieux voir la proximité entre la tumeur et les vaisseaux, car la proximité avec les vaisseaux, l'artère hépatique, la veine mésentérique supérieure, les artères pancréatiques, savoir localiser l'artère gastro-duodénale, tout ça, c'est absolument essentiel pour définir une éventuelle indication chirurgicale. Donc, retenez bien que le scanner est certainement l'examen pivot, mais qu'on a besoin d'un certain nombre de prérequis techniques et qui sont importants. Alors, je vais vous montrer. Voilà, vous avez à gauche un temps portal normal et vous avez ici la tête du pancréas. Bon. Et puis, des vaisseaux qui sont normaux. Quand on fait un temps pancréatique, donc ça, c'est à 90 secondes, ça c'est à 45 secondes. Le temps pancréatique, il ne s'invente pas, on ne le fait pas systématiquement. Et bien, vous voyez que les choses sont un tout petit peu différentes. D'une part, on a un bien meilleur rehaussement des vaisseaux par rapport au temps portal. Et d'autre part, regardez comme on délimite beaucoup mieux la tumeur. Ici est la tumeur, là est le pancréas normal. C'est à ce moment-là qu'on a le meilleur rehaussement du pancréas. Et un grand nombre d'échecs du scanner pour la détection des tumeurs du pancréas est lié à l'absence de cette acquisition au temps pancréatique. Voilà un deuxième exemple, si vous voulez. Voici une tumeur du corps et de la queue du pancréas, à la jonction entre le corps et la queue. Vous voyez la différence de densité entre la tumeur et le reste du pancréas. Vous voyez qu'au temps portal, on n'y voit plus rien du tout. Tout est absolument pareil. Alors, j'ai fait un petit agrandissement pour vous. Vous voyez, on voit bien la tumeur ici. On voit très bien. Elle se différencie du pancréas, tout simplement parce que la tumeur va se remplir, elle va prendre l'iode, mais elle va la prendre avec un peu de retard par rapport au pancréas normal. Ce qui fait que si on attend trop, eh bien, tout est au même niveau et on ne voit plus du tout la tumeur. Donc, si on refait de temps en temps des scanners, c'est aussi parce qu'il nous manque ce temps qui est essentiel, notamment dans la discussion, dans la planification chirurgicale. Quel genre de résection il va falloir faire? Est-ce qu'on enlève la gauche, on enlève la droite? Est-ce qu'on peut? Comment sont les vaisseaux? Eh bien, cette séquence-là est très, très importante. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire des reconstructions. Voici une reconstruction à partir des coupes de routine. Et on a ici le pancréas, et vous voyez qu'à l'intérieur du pancréas, on voit à nouveau bien
la lésion, alors qu'au temportal, on ne voit plus rien du tout. Bon, alors pourquoi faire une IRM? On a dit que l'IRM, elle était en soutien. Il y a deux raisons principales de faire une IRM. La première, c'est chez un patient pour lequel le scanner ne montre pas de métastase hépatique, ou pas de métastase ailleurs, qui est potentiellement résécable, ou bien chez un patient qui présente des lésions focales du foie, mais qu'on va avoir des difficultés à caractériser, eh bien là, l'IRM a une indication. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'en utilisant ici une séquence qu'on appelle la séquence de diffusion, qui est la séquence qui n'est pas la plus jolie, mais qui est la plus efficace pour trouver les métastases, eh bien vous voyez que ces métastases, toutes celles-ci n'étaient pas du tout visibles sur le scanner. Et évidemment, ça change complètement la donne de savoir qu'il y a de multiples métastases. Ces métastases qui sont très infracentimétriques, il y a très très peu de chances qu'on puisse les voir sur le scanner. Donc un patient qui a un scanner avec un foie apparemment normal, un pancréas, une tumeur du pancréas potentiellement résécable, eh bien c'est une indication formelle à l'IRM, on le sait bien. Et Thomas vous a montré qu'on en faisait dans un certain nombre de cas. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on libère toujours, à chaque séance d'Instadiag, une place pour l'IRM, et elle est pratiquement toujours utilisée pour au moins un des patients qu'on voit dans la journée. Ça, c'est la première raison. Et on va retenir qu'on gagne 20% de sensibilité. 20%, c'est beaucoup. 20% de sensibilité par rapport au scanner pour la détection des métastases hépatiques. Mais est-ce que pour autant, il faut attendre 3 semaines ou 1 mois pour prendre rendez-vous? Non, il faut qu'on puisse donner une réponse dans la journée. C'est une réponse importante. Ça change tout, évidemment, de trouver ces choses-là. Eh bien, si on s'y est préparé à l'avance, on peut y répondre dans la même journée. Il y a une deuxième raison pour laquelle l'IRM peut être utile, c'est qu'elle est bien supérieure au scanner pour la caractérisation des tumeurs du pancréas kystiques. Il y a des tumeurs qui sont rares, bien entendu, mais c'est important que le scanner, lui, il n'est pas capable de voir qu'une tumeur de cette taille-là, c'est du bénin ou c'est des malins. On est souvent effrayé de la taille. Et en réalité, l'IRM nous montre bien qu'il s'agit d'une tumeur kystique. C'est tout blanc, vous voyez un kyste du rein qui est de l'eau, par définition. Et bien, vous voyez que la tumeur elle-même, c'est de l'eau avec plein de septations à l'intérieur. Et c'est un aspect tout à fait typique de cystadénome séreux qui est bénin. Ce patient, c'est un examen qui date de quelques années. Il a toujours son cystadénome séreux, même s'il fait 8 cm de diamètre, parce que c'est une tumeur bénigne. Donc l'IRM vient en soutien pour rechercher les métastases hépatiques. L'IRM vient en soutien pour mieux caractériser les tumeurs du foie. Mais on n'en a pas besoin tout le temps. Si on est devant une tumeur du pancréas évidente et que celle-ci ne pourra pas être opérée, l'IRM, au fond, ne sert pas à grand-chose. Alors, pour terminer, je voudrais vous montrer quelques progrès techniques récents. Alors, il y en a 2 qu'il faut bien connaître. Un sur lequel je ne vais pas insister, car c'est plutôt pour l'examen du foie. C'est l'injection des produits de contraste qu'on dit hépatospécifiques, qui en résumé sont captés par l'hépatocyte et éliminés par les voies biliaires. Alors que les produits de contraste, tout ça, ça contient du gadolinium, mais les produits de contraste habituels en IRM, ils ne sont éliminés que par voie urinaire et ils ne sont pas du tout captés par les hépatocytes. Alors c'est très intéressant parce que les hépatocytes normaux, ils captent le produit de contraste et donc ils se rehaussent, tandis que tout ce qui n'est pas des hépatocytes normaux, y compris les métastases, ne se rehausse pas. Et donc, ça permet d'avoir un contraste bien amélioré entre les métastases et le foie normal. On va dire qu'on gagne encore une dizaine de % sur la sensibilité. Ça ne sert à rien s'il y a déjà des métastases évidentes sur le scanner, mais ça peut être utile si c'est douteux, si on ne sait pas ou s'il n'y a rien du tout. Le deuxième point qui est intéressant et qui commence à se diffuser un tout petit peu, c'est le scanner à comptage photonique. Alors celui-là, il a tous les avantages. Il diminue le bruit, le bruit que font tous les appareils électroniques. Eh bien, par miracle, il le diminue. Il améliore le contraste de l'image, c'est-à-dire qu'il différencie mieux les tumeurs et ce qui n'est pas les tumeurs. Et non seulement ça, mais en plus, il réduit la dose nécessaire de produits de contraste iodés. Ça, c'est bon pour la sécurité sociale. Et puis, il réduit la dose de rayons X également, parce que, et ça, c'est bon pour le patient. Mais évidemment, il a un inconvénient, c'est que pour l'instant, c'est ça qui coûte.
un appareil à comptage photonique, un scanner à comptage photonique, ça vaut à peu près le prix de 3 IRM. Alors ça, c'est à l'achat, puisque bien entendu, la facturation est identique à celle des scanners classiques. Donc, pour le patient, c'est transparent. Alors, on a eu la chance, l'énorme chance d'avoir un sponsoring qui nous a permis d'acquérir un appareil de ce type. Il y en a que 6 en France actuellement. Et celui-là est le seul qui est dédié à l'oncologie. Alors, pourquoi est-ce que c'est si cher? La technologie est chère, les détecteurs sont chers. Et puis, peut-être surtout, il y a un seul fabricant qui en fait. Et donc, la concurrence n'a pas beaucoup joué, mais je pense que la technique est tellement meilleure que l'autre que dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, tous les scanners seront à comptage photonique et évidemment, les coûts vont être réduits. Alors, tiens, je vais vous montrer 2-3 images de comparaison. À gauche, c'est ce qu'on appelle le Force. Nous c'est notre deuxième scanner et c'est à peu près le top des scanners qu'on peut faire, qu'on trouve sur le marché, à part le scanner à comptage photonique dont voilà le petit nom. Regardez la veine porte. Regardez, vous voyez, c'est plein de petits pixels noirs et blancs. Regardez avec le scanner à comptage photonique, c'est une plage complètement homogène. Pourquoi ça? Eh bien parce que le bruit a disparu. Regardez ce qu'il y a autour du tronc cœliaque ici. On ne sait pas trop ce qu'il y a, c'est vraiment très hétérogène. Regardez ici le caractère très homogène de cet envahissement du tronc cœliaque, avec vraiment des contours qui sont très bien limités. C'est pour ça que moi, je suis persuadé que cette technologie, il va falloir qu'elle devienne plus abordable, mais ça va être la routine du quotidien d'ici quelques années, j'espère. Voilà un deuxième cas, c'est une tumeur du pancréas pour laquelle on se pose toujours la question de savoir ce qui se passe en arrière entre le pancréas et les gros vaisseaux. Vous voyez que là encore, le bruit nous rend les choses un petit peu difficiles. Et quand on utilise le scanner à comptage photonique, on a une très bonne définition de la partie postérieure. On voit bien que la graisse qui est entre la tumeur du pancréas et les gros vaisseaux n'est pas envahie. Et puis, comment ça améliore le contraste et que ça améliore la qualité du signal, ça améliore aussi la détection des petites lésions. Ça, c'est une petite tumeur neuroendocrine de la queue du pancréas. Avec le scanner à comptage photonique, je n'ai pas besoin de vous montrer la lésion et de mettre une flèche. Sur le scanner Force, qui encore une fois est à peu près le top de ce qu'on peut faire dans les scanners classiques, et vous voyez que la tumeur, il vaut mieux avoir une flèche pour la voir. Donc, je ne dis pas que c'est une révolution, mais c'est une évolution qui est importante à retenir, qui est importante à connaître et qui va améliorer considérablement le rendu du scanner dans les années à venir, en sachant que ça n'enlève pas tout le gâteau de l'IRM très loin. Donc, voilà en résumé ce que je voulais vous dire. En tant que radiologue, je trouve que cette expérience d'Instadiag est très intéressante car on est directement confronté aux patients et on participe, je crois, de façon très collaborative. Je crois que c'est une façon moderne d'envisager les choses, surtout quand on a besoin d'examens dont on sait très bien qu'on va en avoir besoin et que la seule raison pour laquelle on met tant de temps, c'est qu'on a des difficultés organisationnelles. Donc, moi, je suis très enthousiaste de cette amélioration organisationnelle et je pense que dans les années à venir, ça va se diffuser à plein d'autres pathologies afin d'améliorer nos délais de réponse aux patients. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a une question, oui, dans le chat. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que dans la prescription du scanner en ville, doit-on préciser temps portal et temps pancréatique? Oui, absolument. La première chose à préciser, c'est qu'il faut inclure le thorax. Et deuxièmement, oui, il faut le faire. Alors, il y a pour être tout à fait transparent, de temps en temps, un scanner est demandé, on n'a pas trop la moindre idée de savoir qu'on va tomber sur une tumeur pancréatique. Donc, dans ces conditions-là, on fait un scanner un peu d'exploration et le scanner d'exploration, il ne comprend pas le temps pancréatique. Donc, ce n'est pas une faute de ne pas le faire. Si on fait, par exemple, quelqu'un qui a des douleurs qui ne ressemblent à rien, on va très souvent faire un scanner avec simplement une injection au temps portal. Bon, on fera après le temps pancréatique, ça sera utile, mais tant pis, on ne va pas considérer que c'est une mauvaise pratique. Par contre, dès que le clinicien a le sentiment qu'il pourrait tomber sur une tumeur du pancréas,
ou une tumeur du foie d'ailleurs, ou plus généralement une tumeur abdominale, eh bien non seulement c'est utile d'avoir le thorax, mais c'est probablement utile de faire un temps pancréatique qui peut être un temps artériel, peu importe si vous voulez. Mais oui, c'est important parce que ça permet de donner des réponses, plus de réponses tout de suite aux patients. Donc je vous encourage à le faire. Mais encore une fois, si le patient est venu avec des symptômes tout à fait atypiques, bah, ça n'est pas le temps pancréatique ne fait pas partie du scanner de base du banal, et donc on comprend très bien qu'on sera probablement obligé de refaire. Pour le coup, c'est l'intérêt d'un stadiaque, c'est qu'on refait. Oui, bah, on le refera. Mais je dirais qu'en voyant les patients qu'on voit dans un stadiaque, d'abord, on a le sentiment qu'on aurait bien aimé avoir plus de scanners thoraciques d'emblée. Et d'autre part, il y a un certain nombre de patients pour lesquels il y a déjà une suspicion de tumeurs pancréatiques, ceux qui sont un peu jaunes, par exemple. Et là, je crois vraiment que c'est une bonne idée de demander un temps pancréatique dès le départ. On n'a pas trop parlé des chondroscopies. Les chondroscopies, elle n'a plus beaucoup de rôle dans le staging en fait, des tumeurs pancréatiques localisées. Elle est intéressante pour la biopsie, en particulier dans les formes localement avancées. C'est ce que tu dirais? Oui, alors d'abord, on va dire qu'on a toujours besoin de la biopsie, mais pas forcément que pour le diagnostic, parce qu'il y a plein de choses derrière la biopsie. En voyant le scanner initial, on sait tout de suite si on va avoir besoin d'une biopsie percutanée, au fond, parce qu'il y a des métastases hépatiques ou ailleurs et qu'on pourra tout simplement sous anesthésie locale les prélever, ou bien si c'est une tumeur isolée du pancréas, et à ce moment-là, on va indiquer la biopsie sous écho-endoscopie. Donc, dans quelques cas quand même, on est dans la difficulté diagnostique, on a du mal, on ne sait pas trop si la petite lésion est ou n'est pas, et l'écho-endoscopiste nous aide bien. Mais dans la majorité des cas, le but de l'écho-endoscopie, ça va être de faire le bilan histologique. Est-ce qu'on a toujours besoin d'une biopsie avant d'opérer? C'est la transition vers ta présentation, peut-être, Elena, et puis après on en discutera après. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je parle effectivement de la prise en charge du point de vue de chirurgien de l'adénocarcinome du pancréas. Donc, comme on a déjà dit, la chirurgie est le seul traitement curatif pour le cancer de pancréas. Et c'est ça que les patients demandent, surtout quand ils arrivent en consultation, et c'est ça qui les inquiète. Parce que, comme on a déjà dit, il y a très très peu de patients qui vont être resécables. Et c'est une chirurgie qui est morbide, qui est complexe et la mortalité n'est pas nulle. Donc, on a vu que, heureusement, et avec le développement des techniques chirurgicales et surtout la prise en charge préopératoire, on a des données de mortalité préopératoire qui se sont améliorées à partir des années 2000, mais quand même, on voit que, et là, on parle des centres nationaux et centres experts, et il y a une morbidité qui est importante, une mortalité qui, on continue à parler quand on parle avec les patients en consultation, on dit toujours, et il y a une mortalité qui n'est pas nulle, entre 1 et 3%, ça on parle en centre expert. Donc, on va parler de la prise en charge préopératoire, d'accord? Je vais parler un petit peu de chirurgie, mais ce sera très simple, promis. Donc, on commence par le préopératoire, important, et savoir quand le patient arrive en consultation, il y a tout une évaluation globale qu'on va faire du patient et qu'on peut déjà la faire de la première consultation. Déjà, savoir s'il y a un ictère. On peut opérer un patient qui est jeune, mais actuellement, dans la littérature, on a standardisé des limites pour ne pas opérer un patient qui est très jeune. Donc, on dit qu'on va faire un drainage biliaire préopératoire pour tout patient qui présentera une bilirubine de plus de 250 micromoles par litre. Mais ça, il faut penser que quand les patients arrivent en consultation, il ne sera pas au bloc opératoire le lendemain. Donc, forcément, si on voit un patient en consultation qui a déjà une bilirubine à 150, c'est un patient qui va avoir un drainage préopératoire. D'ici, en répondant à la question par rapport à la écho-endoscopie et biopsie, à Gustave Roussy, on le fait en systématique, pas le drainage, mais on a une preuve histologique avant l'intervention. Ce n'est pas standardisé 100%, mais c'est vrai que je pense qu'actuellement, avec le développement de l'écho-endoscopie et la morbidité, basse mortalité, nulle, on va dire,
et d'avoir une preuve histologique préopératoire, je pense que c'est presque obligatoire. Il peut toujours avoir des surprises, des adénocarcinomes sur l'imagerie qui finissent pour être des tumeurs neuroendocrines. Je pense qu'il est recommandé. Donc, après, une fois qu'on a fini avec la partie endoscopique, évidemment, on va faire une évaluation des comorbidités et de l'âge du patient, donc souvent une évaluation en oncogériatrie pour des patients âgés. Très important, l'état nutritionnel. On sait que plus de 75% des patients qui arrivent en consultation vont avoir des troubles nutritionnels. Donc, ça va être très important de prendre en charge ça avant la chirurgie. Et bon, ça, je ne veux pas rentrer parce qu'il y a déjà mon collègue Thomas qui a parlé de ça, mais il y a des patients qui vont avoir une chimiothérapie ou radiothérapie avant la chirurgie. Donc, en préopératoire, on parle de préhabilitation et ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'il y a quelques années, on ne parlait pas trop et on considérait que ce n'était pas très important et on mettait les patients un peu au bloc. Et ça arrivait en consultation, on les voyait, il n'y avait pas d'ictère, on se dépêchait même quand il y avait un peu d'ictère, on disait bon, on l'opère rapidement, c'est un cancer. Et là, actuellement, on sait que ça ne marche pas comme ça, que c'est beaucoup mieux d'optimiser la prise en charge préopératoire parce que ça diminue les risques de complications post-opératoires. Donc, comme on disait, évaluation nutritionnelle de tous les patients et prise en charge. Il y aura des patients qui sont bien nourris, qui vont avoir une évaluation et rien de particulier. Beaucoup de patients qui vont avoir des compléments alimentaires et quelques patients très dénutris qui vont avoir besoin d'une nutrition artificielle ou des choses un peu plus complexes. Il y aura une réhabilitation motrice et respiratoire. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que la réhabilitation nutritionnelle, on peut la faire à l'hôpital. On a des nutritionnistes, des diététiciennes. On n'a pas besoin de que les patients se déplacent à chaque fois. Par contre, la préhabilitation motrice et respiratoire, c'est compliqué justement parce qu'en général, on compte avec les kinés en ville, mais tous les patients nous disent à chaque fois, oui, vous me faites une ordonnance pour faire la kinésithérapie, mais après, c'est difficile de trouver des spécialistes. Donc, on est en train de batailler avec ça. Et évidemment, il y aura un soutien psychologique et accompagner les patients dans toute la prise en charge. Donc, je ne vais pas trop entrer parce qu'il y a déjà mes collègues qui ont parlé de ça. Et, la chirurgie sera pour les patients resécables d'emblée. Et pour les patients localement avancés, ce sont des patients qui vont avoir des contacts importants avec des vaisseaux. Et les borderline, c'est tous les patients qui sont un peu au milieu, qui va avoir des contacts veineux un peu plus importants que les resécables d'emblée, qui peuvent avoir un petit contact, ou des patients qui vont avoir un petit contact artériel. Seulement, la seule chose qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'un patient avec un cancer borderline, on va parler d'une éventuelle chirurgie en fonction de la réponse à la chimiothérapie. Un patient avec une tumeur localisée, mais localement avancée, on ne parle pas de chirurgie parce qu'on va créer un peu de faux espoirs et c'est mieux de dire, bon, on va faire une chimiothérapie et après, voir si un jour il y a une super réponse, peut-être on peut l'opérer, mais on ne parle pas de chirurgie pour les localement avancés. Donc, je parlais un peu des techniques chirurgicales, très très simples. Les grandes techniques chirurgicales pour les tumeurs, pour l'adénocarcinome de pancréas, sera la duodénopancréatectomie céphalique pour des tumeurs de la tête et la pancréatectomie gauche pour des tumeurs distales. Je ne vais pas parler de la pancréatectomie totale, c'est une chirurgie qu'on fait parfois. Ça existe, mais ce n'est pas très fréquent, donc je ne vais pas trop entrer parce qu'en plus, il y a toute une morbidité et séquelles qui est spécifique de cette chirurgie qui n'est pas très, très commune. Donc, les voies d'abord, de façon standardisée, on a la laparotomie, d'accord, la chirurgie ouverte, qui est toujours le standard, mais actuellement, on sait qu'il y a les techniques mini-invasives, donc soit la cystoscopie classique, soit les techniques robot-assistées, qu'actuellement, il y a des études et même des essais randomisés qui ont montré que ces techniques, on peut les utiliser même pour des tumeurs de la tête de pancréas avec des résultats oncologiques et en termes de mortalité qui sont pareils à la chirurgie ouverte, mais surtout, il faut savoir qu'on parle des centres experts. Donc, évidemment, déjà, la chirurgie pancréatique, c'est une chirurgie complexe qui doit être faite en centre expert. Si on veut vraiment se lancer sur des techniques mini-invasives, il faut être à la fois un chirurgien expert en hépatobiliaire et en chirurgie mini-invasive. Donc, pas pour tout le monde. Donc, par rapport à la pancréatectomie gauche, c'est une technique qu'on comprend assez rapidement. Ce sera une chirurgie pour les tumeurs du corps et de la queue de pancréas. Donc, on coupe le pancréas. Comme on voit dans l'image à droite,
on laisse un moignon pancréatique, il n'y aura pas d'anastomose, mais on va voir que ces moignons, ça peut nous poser des problèmes aussi. Et il y a, de façon classique, on retirait toujours la rate. Là, vous pourrez voir des patients qui ont une pancréatectomie gauche et pour un adénocarcinome, à qui on a conservé la rate parce qu'il y a actuellement des études en cours et des publications qui ont montré que pour certains tumeurs, des cas sélectionnés, on peut faire une conservation de la rate et éviter la morbidité liée à l'esplénectomie. Donc, la duodénopancréatectomie céphalique, c'est, on va dire, la chirurgie star, la chirurgie la plus complexe pour les tumeurs de pancréas, c'est dédié aux tumeurs de la tête de pancréas. Comme on voit, j'espère que c'est un peu clair sur ces dessins, on va couper au niveau de la voie biliaire au-dessous du canal cystique, on va couper l'estomac sur la partie distale, on coupera le pancréas au niveau de l'isthme et on va couper la fin du duodénum à la limite avec la première hanche jejunale. Donc tout ça, évidemment, une fois qu'on a fait tomber la pièce, il y aura des anastomoses à faire. Donc on fera une anastomose biliodigestive entre la voie biliaire et l'ange jejunal qu'on avait coupé, d'accord. Une anastomose gastro-jejunale entre l'estomac et l'intestin. Pareil, ce sera la même anse pour rétablir les transits digestifs. Et finalement, il faut anastomoser le pancréas, ces moignons pancréatiques qui nous restent. Donc, on aura deux techniques. On peut faire une anastomose entre le pancréas et l'estomac ou une anastomose entre le pancréas et les jejunum. Pourquoi deux techniques? Parce qu'on n'a pas trouvé, malheureusement, la technique qui marche bien. En fait, ça va être toujours une anastomose qui va être à risque, qui va poser pas mal de problèmes aux patients et aux chirurgiens en post-opératoire. Et malheureusement, si vous regardez la littérature sur ça, il y a un milliard de façons différentes de faire ces deux techniques parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui ne pose pas de problème. Donc, comme on disait, chirurgie très lourde, morbide, il faut toujours expliquer ça très bien aux patients en consultation. La morbidité s'estime entre 30 et 60%, même si évidemment et heureusement, il n'y aura pas toujours des complications graves, mais comme on disait, il y a une mortalité qui n'est pas nulle, entre 1 et 3%. Les deux complications plus caractéristiques de cette chirurgie, la première sera la fistule pancréatique, la plus fréquente. Donc, on parle de fistule pancréatique quand on a fait au bloc opératoire, nous on laisse toujours des drainages autour des anastomoses. Donc, quand on a un dosage d'amylase dans les drains 3 fois l'amylase dans le sang, à J3, on considère qu'il y a une fistule pancréatique. On voit qu'il y a presque un quart des patients après DPC qui vont développer une fistule pancréatique et presque un tiers des patients après pancréatectomie gauche. Justement, je vous disais, il n'y a pas d'anastomose, mais il y a un moignon pancréatique et nous, en général, on aggrave. Mais malheureusement, le liquide pancréatique, il peut fuir. Heureusement, c'est une complication fréquente, mais on a des différents degrés de gravité. Donc, il n'y aura pas tous les fistules qui vont poser des gros soucis. Il y a beaucoup de fistules que, heureusement, c'est seulement sur un dosage au niveau des drains qui ne change rien par rapport à la prise en charge. Et ça, on l'appelle grade A ou biochimique. Et à partir d'ici, on peut avoir de plus en plus de gravité jusqu'aux patients qui font des péritonites, des chocs, jusqu'au décès. Et par rapport à l'hémorragie, on va dire, c'est la complication la plus grave et avec les plus risques de mortalité après pancréatectomie et après c'est les grandes peurs de chirurgiens. D'accord, on parle d'hémorragie précoce à moins de 24 heures, 48 heures et en général vont être moins graves et d'hémorragie tardive à plus de 48 heures. En général, presque les 100% des hémorragies tardives vont être liées à la présence d'une fistule pancréatique. Donc, en général, dès qu'on a un patient qui a une fistule pancréatique, il faut toujours penser que c'est un patient qui peut saigner. On voit que la mortalité est énorme, même en centre expert avec des patients bien pris en charge. Et seulement le message que je veux passer et qui est intéressant pour les patients, une fois qu'il est sorti d'hospitalisation, si on suit un patient en ambulatoire qui a été opéré d'un pancréas, qui a une fistule, moindre doute d'une hémorragie, il faut envoyer ces patients vraiment dans un service d'urgence parce que c'est une urgence chirurgicale grave avec une mortalité très élevée. Donc, une fois que le patient se remet de toutes les possibles complications post-opératoires, on parle d'une chirurgie qui va donner des séquelles à moyen et long terme. Donc, à savoir, d'un côté, l'insuffisance pancréatique exocrine va être presque constante chez nos patients. Ils vont avoir surtout des diarrhées et c'est rare les patients qui n'ont pas de suppléments d'enzymes pancréatiques à long terme. Après, il y aura les problèmes de diabète, donc soit un diabète qui apparaît après la pancréatectomie, soit des aggravations de diabète
pour des patients qui étaient déjà diabétiques, donc qui vont être traités aussi. Et on va voir beaucoup de malades qui vont présenter des diarrhées sans insuffisance exocrine, mais qui va être les conséquences d'un courage ganglionnaire mésentérique qu'on est obligé à faire. Donc, on va dire que c'est une séquelle qu'on ne va pas pouvoir éviter. Et le traitement sera symptomatique. Donc, tout ça va nous donner des patients qui peuvent présenter une asthénie, une perte de poids, des nutritions, et des patients qui c'est très important de suivre, et pas que les chirurgiens et l'oncologue, mais aussi les diabétologues, les nutritionnistes, etc. Donc, pour le suivi, comme Thomas vous a déjà dit, on fera une chirurgie puis une chimiothérapie adjuvante. Une fois qu'on a fini les traitements, il y aura une surveillance qu'on fait entre les oncologues et les chirurgiens tous les 3 mois pendant 2-3 ans, pour passer après à tous les 6 mois, au moins minimum 5 ans. On fera toujours un scanner TAP et des marqueurs tumoraux. Et surtout, le message que je vais passer, c'est que pour nous, c'est vraiment très important parce que, comme on disait, ce sont des patients qui ont eu une chirurgie lourde avec des séquelles à long terme. Donc, pour nous, c'est très important la collaboration avec tous les spécialistes, les nutritionnistes, diabétologues et médecins généralistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question. Est-ce que vous connaissez la prévalence d'apparition d'un diabète après un DPC en post-opératoire? Mais normalement, c'est plus élevé quand on fait une pancréatectomie gauche. Mais je ne connais pas la prévalence générale. Après, ça va dépendre aussi des suites, de la quantité de pancréas qu'on laisse. Par exemple, si on a des patients qui ont opéré mais qu'il y avait déjà une atrophie du pancréas qu'on laisse, donc il va y avoir des différentes variables. La prévalence globale, je ne connais pas. C'est pas considérable, je trouve pas ça aussi. Pas énorme, je trouve pas ça aussi fort que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, il faut quand même vérifier les glycémies parce que de temps en temps on a des mauvaises surprises. Moi, ça m'est arrivé on surveille toujours des glycémies. Et c'est plutôt des patients diabétiques, je trouve, qui décompensent et qui aggravent leur diabète que des diabètes de nouveau, sauf pour des patients, par exemple, qui ont des grosses complications péropératoires et qu'il faut déconnecter les pancréas et faire des anastomoses, des choses comme ça. Pour le coup, c'est des patients chez lesquels le diabète est un signe révélateur de la maladie pancréatique. En fait, ceux-là, ils ont déjà l'atrophie, comme tu disais. Pour le coup, ils restent diabétiques. Mais sinon, je ne sais pas, moi, je dirais que c'est au maximum de 30%. Ouais. Au maximum. Hein. Ok, oui, c'est pas du tout systématique. Ou... Non, du tout. Non, du tout. Okay. Quand on fait une pancréatectomie totale, oui. Oui, bien sûr. Ça doit alerter sur une éventuelle rechute, malheureusement, parce que la rechute, même après une chirurgie qui est considérée R0 complète, avec des marges saines, etc., il y a plus d'un patient sur 2 qui rechute, malheureusement. Donc évidemment, le diabète qui apparaîtrait dans les suites, alors qu'il n'était pas du tout présent en post-opératoire, doit alerter sur une éventuelle récidive locale. Mais il ne rechute pas toujours en local. Il ne rechute pas toujours en métastatique aussi. D'autres questions, commentaires? Tout est clair? Très clair. Un peu en pharmacien, un peu frustré parce qu'on n'a pas trop parlé de médicaments. Ah, mais ça, on peut parler tant que vous voulez. Alors là, moi, je vous fais. Alors, cela dit, on peut. Thomas a abordé le sujet. Le problème, c'est que médicaments. Alors, si, il y a les soins de support qui sont quand même très importants. Donc, c'est des patients qui sont pas mal entourés de médicaments. Malheureusement, sur le plan des traitements de fond du cancer, on est un peu, comme l'a dit Thomas, on est un peu resté sur notre faim parce que thérapie ciblée, le cancer du pancréas passe à côté. Oui, il y a l'erlotinib qui avait un tout petit peu amélioré l'efficacité. Et puis il y a l'Olaparib pour les UTB-RCA, mais ça concerne une infime minorité des patients. Mais je vous laisse aller, je vous laisse poser la question. Quel protocole, quels sont les protocoles, les médicaments que vous utilisez préférentiellement, quelles précautions je dois prendre pour mes patients. Effectivement, c'est dans le suivi, mais comment je dois les accompagner, je dirais. Je vais répondre parce que comme j'ai participé au développement du FOLFIRINOX, ça reste la chimiothérapie la plus active dans le cancer du pancréas et on l'utilise soit en adjuvant parce que ça a fait la preuve de son efficacité après la résection d'un cancer du pancréas localisé, soit en situation métastatique, c'est notre premier choix. Après, le FOLFIRINOX, c'est une chimiothérapie, c'est une trichimiothérapie avec 5 fluorouracil, irinotécan, oxaliplatine. Donc il faut que ce soit des patients relativement fit. S'ils ne sont pas suffisamment fit, on a plutôt tendance à utiliser gemcitabine, nab-paclitaxel, et s'ils sont encore moins fit, on utilise
que la gemcitabine. On a encore malheureusement un certain nombre de patients qui nous échappent avant même d'avoir reçu la moindre molécule de chimiothérapie. Et après, la toxicité d'un folfirinox, c'est de la fatigue, c'est de la toxicité immunologique, c'est la diarrhée en rapport avec l'irinotécan, c'est la neuropathie en rapport avec l'oxaliplatine, c'est la toxicité hématologique, on est dans un registre de toxicité de chimiothérapie. Donc, nous, on essaie de mettre en place les soins qui permettent de gérer un petit peu toutes ces problématiques. Les interactions médicamenteuses, on n'a pas tant que ça, en fait. Il y a une question qui est quand même une question à laquelle on ne sait pas trop répondre, c'est qu'il y a pas mal d'études qui ont montré que c'était bien en situation métastatique d'anticoaguler systématiquement les cancers du pancréas. Et en fait, on ne fait pas trop, et on a peut-être tort. Il y avait eu un travail l'année dernière avec le groupe Innoviti qui a fait toute une. Ça a été publié dans Archive of Cardiology. Il y a eu et donc c'était avec le professeur Sanchez en pneumo à l'hôpital Pompidou, et donc ils ont publié tout un tas de propositions, de recommandations d'anticoagulation. Et il y avait des membres de l'IGR l'année dernière dans ce groupe de travail. Ouais. Mais ça fait partie, moi j'ai participé aux recommandations de l'ESMO, et il y a des études qui sont assez convaincantes qui disent qu'en fait ça améliore sûrement, ça diminue sûrement le risque thrombotique chez ces patients, parce que le cancer du pancréas est une maladie hautement thrombogène. Donc ça peut se discuter très sérieusement chez les patients, surtout s'ils ont d'autres facteurs de risque, chez le patient relativement jeune et fit peut-être pas, mais en tout cas chez les patients avec d'autres facteurs de risque sûrement. D'accord. C'est vrai qu'en plus, le diagnostic, je l'avais pas. C'est vrai qu'une embolie pulmonaire chez un patient à près de 50 ans doit faire rechercher une cause secondaire, une embolie pulmonaire idiopathique, enfin une thrombose veineuse profonde. Un trouble avec une thrombose doit rechercher une cause secondaire, et donc le bilan, c'est vrai que faire un bilan avec un scanner TAP et recherche de tumeurs secondaires. Pour le coup, s'il y a une thrombose, je pense qu'il faut. Oui, évidemment. Parce que c'est vraiment la maladie, en tout cas dans les cancers digestifs, c'est de très loin la maladie la plus thrombogène, le cancer du pancréas. Et sur les suivis des thromboses, il y avait le Oncorip qui avait fait une formation là-dessus, et vous pouvez se trouver sur leur site. Ils ont fait un questionnaire, etc. Et on va développer ça en podcast aussi pour comment on appelle ça, former les gens sur le suivi de la thrombose et le maintien des traitements. Et d'autres commentaires, questions? Il y a une question dans le chat, je pense que c'était pour Dr Menu. Le sport adapté, est-ce que vous avez des filières sport adapté avant les interventions et après? Réhabilitation. Réhabilitation, ouais, tout à fait. En fait, c'est ça. Et, on est en train de réfléchir à des programmes physiques à faire à l'hôpital, parce que là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Justement, de temps en temps, on trouve des kinés fantastiques qui font vraiment des exercices respiratoires et motrices. Et vraiment, ça marche très bien, mais ça dépend du habit des patients, et parfois, c'est très compliqué. Donc, on est justement en train de réfléchir à ça, mais c'est sûr que c'est super important. Au moins, à la limite, s'il n'y a pas un kiné disponible, on dit toujours qu'il faut marcher 1 heure le matin, 1 heure le soir, et les 3 semaines ou 4 semaines qu'on prépare les patients pour la chirurgie. Non, ça, c'est super important. Je pense que c'est un point fondamental. Alors, le service de nutrition de Gustave Roussy, qui était sur le site de Chevilly-Larue, va arriver ici sur le site de Villejuif le 27 novembre, donc dans une semaine pile. Donc on sera en contact un peu plus étroit, et ils ont beaucoup développé la préhabilitation dans les cancers ORL, et donc leur prochain, j'ai eu la confirmation de ça au plateau de Norénard, leur prochain chantier, c'est la préhabilitation pour les cancers digestifs, donc les cancers du pancréas qui sont tellement à l'origine de dénutrition rapide, font vraiment partie de la liste prioritaire pour ça. Et après, sur toute l'activité physique adaptée, il y a des soins de support qui sont... il y a le DIOP, qui est notre département de soins de support, qui est dirigé par le professeur Florian Scotté, qui a toute une structure qui a été ouverte récemment sur le site de Chevilly-Larue, justement sur le 2e site, avec des possibilités d'activité physique adaptée, d'autres activités, du yoga, de la prise en charge
de pas mal de choses. C'est tout un programme transversal de Gustave aussi, qui va servir aussi pour l'après-cancer, qui est un autre programme transversal qu'on développe actuellement. Et qui sert alors, à plusieurs titres parce que c'est bien pour la préhabilitation préopératoire, c'est bien l'avant-cancer. Hein, vous avez vu la sédentarité et probablement par des mécanismes, pas simplement la prise de poids liée à la sédentarité, mais la sédentarité en tant que telle est un facteur de risque avec de l'inflammation, notamment au niveau du pancréas, mais peut-être systémique également. Donc, on a des programmes là, de prévention personnalisée chez des patients à haut risque. Pour l'instant, on les développe, ça se limite à des gens qui ont des antécédents familiaux de cancer du pancréas ou des anomalies génétiques qui les prédisposent à faire des cancers du pancréas, mais on sait que chez eux, faire une activité physique adaptée, ça réduit leur risque. Et c'est vrai aussi chez les patients qui ont un cancer du pancréas métastatique non résécable, etc. On sait que chez eux, je n'ai pas connu ça, mais à une époque, on disait que sous chimiothérapie, il ne fallait pas faire d'activité physique, il fallait se reposer, etc. Comme on disait que les arthrosiques ne devaient plus bouger. On a complètement changé notre fusil d'épaule. Maintenant, on leur dit au contraire, dans la mesure du possible, évidemment, de maintenir une activité physique, même s'ils ont une maladie avancée. Et on leur propose des programmes d'activité physique adaptés. Le fait de faire un scanner systématiquement quand on découvre un diabète, c'est pas validé. Non, pas du tout. Ouais, c'est compliqué ça. C'est compliqué parce qu'évidemment, on ne peut pas. On va épuiser les filières de scanners, mais parce que le diabète, c'est des millions et des millions de cas en France. Donc c'est compliqué, mais oui, effectivement, l'enjeu, c'est d'avoir des moyens de diagnostic plus précoces à travers des technologies d'ADN circulant, etc., tumoral circulant, pour essayer de détecter en plus, dès qu'on aura vu un diabète, peut-être pas se précipiter tout de suite sur une imagerie ou un déséquilibre de diabète, parce qu'il y a des déséquilibres de diabète aussi, mais vers des choses un petit peu plus fines pour essayer de voir si on doit aller vers une imagerie. Et je prolonge la question sur est-ce que c'est s'il y a diabète et tabac? Est-ce que dans ce cas-là, ça vaut le coup de demander une exploration, lorsqu'on fait une exploration pulmonaire ou qu'on envoie un stadiac, pas un stadiac à interception, s'il y a du tabac d'une façon importante, de faire une coupe au niveau pancréatique? Parce que là, si j'ai bien compris, c'était 20% et 10%. Oui, c'est une excellente question, mais peut-être je laisse le professeur Meunier répondre. Il y a chez les tabagiques, il y a on va dire un projet d'étude de screening de cancer du poumon qui est développé avec du scanner, mais c'est développé avec du scanner de très 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 basse dose qui est autorisé dans les poumons et c'est pas la peine de rêver d'avoir des images du pancréas avec de telles doses. Donc les doses du scanner ne permettent certainement pas de mettre en place un screening systématique de quelque maladie que ce soit, sauf peut-être le poumon, c'est tout. Donc je n'y crois pas trop pour l'instant, car vous avez vu que pour avoir un bon scanner diagnostique, il faut quand même y mettre un peu le prix en termes d'acquisition, en termes de doses, et pour aller à un dépistage, non. Alors, il se trouve que nous, on a souvent des patients pour lesquels on nous demande une exploration du pancréas parce qu'on vient de développer un diabète. Ça n'est pas du tout systématique. C'est quand le développement de ce diabète paraît très bizarre aux cliniciens, qui disent il n'y a pas de raison particulière qu'il ait développé un diabète maintenant, à son âge, dans ces conditions-là, ou bien il a quelques douleurs. Donc, dans ces conditions, oui, bien sûr, il y a une indication. Mais le diabète, systématiquement, la découverte du diabète, non, ce n'est pas une indication. Et quand il y a des cliniciens qui ont vraiment du flair, parce qu'on voit bien quand même que dans certains cas, l'arrivée du diabète associée peut-être à d'autres signes ou à une ambiance particulière, on trouve des tumeurs du pancréas dans un nombre non négligeable de cas. Mais ce n'est
c'est pas du dépistage, c'est du flair clinique et de la détection individuelle dans des situations particulières. La question là, de André Tardieu, c'était l'association diabète, tabac et des patients qui nous envoient dans le cadre d'interception pour le dépistage du poumon. Est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour faire un scanner? C'est vrai, je sais, faire un scanner. Du coup, en profiter. C'est compliqué, ça, malheureusement, à mettre en place. Parce que le problème, en plus, c'est qu'il faudrait faire à un moment donné, mais après, il faut répéter, c'est sur la question. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, on a très envie de faire ça. Malheureusement, on est obligé de coller. On est déjà dans le cadre d'expérimentation, dans le cadre du dépistage du cancer du poumon, parce que, comme vous le savez, l'ARS n'a pas donné l'autorisation de dépistage organisé pour le cancer du poumon. Donc, elle a autorisé certains centres, dont Gustave Roussy fait partie, pour faire des expérimentations. Donc nous, on le fait dans le cadre de notre programme Interception, mais on ne peut pas non plus, malheureusement, enfin, on aimerait bien faire autre chose, puis on n'a pas parlé, bon, il y a un peu d'IA, d'intelligence artificielle sur des coupes de scanners qui a besoin d'évaluation encore, bien sûr, pour détecter de manière précoce. Et donc, il faut des programmes de recherche, en fait, pour essayer de valider ça. Et l'idée, ce serait peut-être de voir sur des scanners pas de très bonne qualité, mais si avec de l'intelligence artificielle sur des scanners comme ça, centrés sur le pancréas, même non injecté, si ça pourrait être un peu prédictible. Comme ça, mais bon, ça, c'est encore... Et autre question? Commentaire? Juste sur les prises en charge, sur les patients qu'on a en prise en charge après, les plus difficiles, prurite et douleur, c'est ce qu'on dans la suite des thérapeutiques qu'on a. Enfin, voilà. Si vous avez quelques... Alors, prurite, si c'est lié à l'ictère, à part enlever l'ictère, il n'y a vraiment pas de médicament du prurite. Donc, c'est pour ça que ici, on a des endoscopistes, on a des radiologues interventionnels. Souvent, pour les cancers du pancréas, les endoscopistes arrivent à mettre des prothèses et arrivent à gérer l'ictère et à le faire disparaître sur les médicaments, que ce soit, je ne sais pas, l'acide ursodeoxycholique ou la Tarax, ou tout ce qu'on a pu faire. Franchement, je pense que c'est anxiolytique pour le médecin. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit franchement efficace sur le symptôme. La douleur, après, alors c'est vrai que les cancers du pancréas, c'est une maladie douloureuse, ça c'est clair. Et donc nous, on essaie avec les recommandations habituelles de la douleur, les morphiniques, etc. Mais souvent, on a besoin de faire appel à nos équipes de spécialistes de la douleur. Je pense que le message pour la vie, c'est qu'il ne faut pas du tout être réticent à l'introduction des morphiniques, parce que c'est quand même malheureusement des patients qui ont un pronostic effroyable, et donc on n'aura pas le temps un mésusage ne va pas se mettre en place, et puis ils en ont besoin parce que c'est des douleurs effroyables, les douleurs solaires. Alors, il y a des traitements locaux, il y a des alcoolisations du plexus cœliaque, il y a des choses. Je ne suis pas très fan de ça. Il y a de la radiothérapie parfois. On a quelques malades qui l'irradient uniquement pour des raisons à visée antalgique et ça peut parfois fonctionner à certains temps. Rarement, les patients très douloureux, on a parfois. C'est vraiment, je le trouve, moi, dans l'ensemble de mon expérience, c'est ces douleurs solaires, soit en rapport avec le pancréas, soit parfois avec des masses ganglionnaires qui appuient comme ça et d'autres cancers. C'est souvent les plus réfractaires au traitement standard de la douleur et ça peut être vraiment très compliqué. Là, je crois que vraiment les spécialistes de la douleur et tout le département de soins de support de Gustave Roussy jouent un rôle extraordinaire, avec même parfois des implantations de pompes pour des perfusions técales qui peuvent donner quelques résultats dans des cas très particuliers bien choisis. Merci en tous les cas. Merci beaucoup.